Ton burger est encore plus juteux qu'avant. Et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Éco-Région, l'émission mensuelle sur Nyon Région Télévision qui s'intéresse à l'économie, au business et qui reçoit les chefs d'entreprise et les entrepreneurs de la région. Et puis, c'est le printemps, maintenant ça y est, il fait beau, il fait chaud, alors on sort peut-être les deux roues et particulièrement les vélos et pourquoi pas les vélos électriques aussi qui sont en plein boom dans notre pays. Bonjour Vincent Ebiner. Bonjour. Vincent Ebiner, vous êtes fondateur et directeur de EasyCycle. Alors c'est un magasin qui vend justement des vélos 100% électriques, alors qui a démarré en 2006 à Gilly et puis maintenant qui a ouvert des magasins à Lausanne et Genève. Merci d'être avec nous. On va parler du coup de votre business et puis des enjeux justement liés au vélo. Stéphane Meyer, bonjour à vous Stéphane. Bonjour Alexandre. Stéphane, justement, on va parler avec vous de ce marché du vélo qui a fait un sacré boom dans notre pays, puis dans le monde entier, on peut le dire. Mais commençons peut-être à parler d'EasyCycle. Alors ça représente quoi en chiffres EasyCycle et qu'est-ce que c'est pour une PME ? Tout à fait, merci Alexandre. Donc EasyCycle, c'est une entreprise, comme on l'a dit, qui existe depuis quelques années, qui maintenant dispose de 3 magasins, un à Gilly, à Lausanne et à Genève, spécialisés dans le vélo électrique. EasyCycle, c'est un chiffre d'affaires d'environ 3,5 millions, donc déjà une entreprise dans le secteur d'une taille relativement importante, et puis un nombre de vélos vendus d'environ 800. On va voir l'évolution qu'il y a eu au cours de ces dernières années en termes de vente. EasyCycle, c'est également 14 collaborateurs à travers la Suisse romande. Comme on le voit, l'évolution des ventes pour EasyCycle, depuis 2019, on a connu une augmentation de 15% en 2020, le Covid ayant probablement contribué à cela. Encore une augmentation de 9% en 2021 et 2022-2023, le marché semble un petit peu se tasser de manière générale et pour EasyCycle également, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, c'est à peu près raccord justement avec ce que vit aussi le marché du vélo en Suisse. Oui, en effet, le marché du vélo en Suisse en base 2020, c'est 2,3 milliards de francs de chiffre d'affaires global. C'est un record pour le vélo. Ce qui est un record en 2020. On voit une évolution un petit peu entre le vélo dit musculaire, il faut s'habituer à ce nouveau terme, donc les vélos sans assistance électrique, et le e-bike. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'on voit que le marché global est plutôt en progression, stagne un tout petit peu depuis 2021-2022. Par contre, la part des e-bikes par rapport au vélo musculaire est nettement en progression. On arrive quasiment à 50-50 entre les deux. Et justement, ça pose la question du vélo électrique, particulièrement justement, quelle est l'évolution du vélo électrique à proprement parler ? L'augmentation des ventes x2 en 4 ans. On voit que le vélo électrique est en train de rattraper le vélo musculaire. 17% d'augmentation en 2021-2022. On a vu un tout petit peu que ce chiffre est en train de se tasser progressivement maintenant. Et puis, un rapport de 55-45 entre le vélo musculaire et le vélo électrique. Là, bien sûr, on était à l'époque aux alentours de 8 ans de vente. Aujourd'hui, ce rapport s'inverse carrément à 50-50. Ce qui nous amène justement à se poser la question aussi, quel personnel formé, quelle formation justement pour s'occuper aussi de l'entretien et des services du vélo électrique ? L'entretien et le service, on va le voir, c'est quelque chose d'important. On voit que dans le rapport de chiffre d'affaires, c'est quand même 85% la vente et 15% le service et entretien. Les difficultés, les nouvelles technologies, la formation prend-elle un peu de retard ? Est-ce qu'aujourd'hui, on forme des mécaniciens en vélo ou des mécaniciens en vélo électrique ? On va un petit peu en parler. C'est un élément d'attention auquel le marché doit être attentif. Et on terminera cette émission en regardant vers l'avenir et surtout en posant la question des enjeux justement auxquels pourraient être
confronté EasyCycle, notamment l'augmentation du prix d'achat qui se répercute sur l'augmentation du prix de vente du vélo électrique. Oui, on a connu lors du Covid une forte augmentation due au manque de pièces détachées, au manque d'approvisionnement et de stock. Maintenant, il semblerait que ce prix se tasse un tout petit peu. On va le voir un petit peu en comparaison internationale. Et puis, si les mesures de développement au niveau national ou au niveau régional se poursuivent, cette demande devrait continuer à croître et donc le prix potentiellement aussi. Le prix et bien entendu, on parlera aussi de la forte concurrence avec ce marché qui s'est développé. Stéphane Meyer, rejoignez-nous. Merci pour cette présentation. Vincent Ebinaire, alors j'aimerais commencer peut-être, remonter aussi au commencement, cette entreprise EasyCycle qui s'est fondée à Gilly en 2006. Alors à l'époque, c'était 150 vélos vendus par an. Aujourd'hui, on est à 800 vélos par an avec ces 3 magasins. C'est une success story locale, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que vous expliquez la recette de ce succès en une quinzaine d'années? C'est vrai qu'on a commencé tout petit. On a commencé au sous-sol de mes parents. Ça s'appelait la vieille boulangerie à l'époque. Et on était à côté du four à pain de cette boulangerie. Et ensuite, c'est vrai qu'on a eu tout de suite un site internet qui nous a bien aidés, avec beaucoup d'informations, on mettait tous les vélos qu'on avait. Je faisais aussi beaucoup de démonstrations. Je louais la camionnette, je louais une remorque, j'allais à gauche, à droite dans toutes les fêtes de village. Et puis, vous allez à proximité, oui, vraiment chercher vos clients. Exactement. Et petit à petit, les Genevois, les Lausannois venaient jusque chez nous parce qu'on avait on avait toujours voulu proposer beaucoup de vélos à essayer, à comparer. Différentes motorisations, différents styles de vélos, etc. Et ça nous a bien aidés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque et les gens venaient justement de loin. Ouais. Après, on a eu, on trouvait dommage que les Genevois viennent en voiture, avec le vélo dans la voiture pour faire le service. Donc, de plus en plus, ils nous demandaient de venir faire leur service. Enfin, ils nous demandaient si on pouvait ouvrir un magasin à Genève. Ouais. Et pareil à Lausanne, du coup. Oui, à Lausanne aussi. On a commencé par Genève, Lausanne ensuite. Et puis, à un moment, on avait même 4 magasins, mais on a juste un magasin. Ils avaient un projet de surélévation de bâtiments, puis on a réussi à sortir de ça. Et puis alors du 100% électrique, c'est vrai que vous étiez pionnier à l'époque, on va reparler bien évidemment de ça, mais j'aimerais revenir au présent justement. C'est vrai qu'on l'a vu avec les chiffres qu'a exposé Stéphane, 3 très belles années, 2019, 2020, 2021, et puis maintenant un ralentissement de la croissance. Alors ça reste au beau fixe, le vélo est un marché qui fonctionne bien, et notamment le e-bike aussi, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Stéphane Meyer? Alors c'est un petit peu la question qu'on aimerait vous demander. On voit que 2023, il y a un léger ralentissement. Est-ce que c'est le boom du Covid et du coup, le marché s'est un petit peu essoufflé parce que les gens ont acheté à ce moment-là? Est-ce que vous pensez quand même qu'on va avoir une tendance qui reste positive les prochaines années? Oui, bien sûr. Alors là, c'est clair que si on prend le cliché maintenant de la situation, c'est clair qu'elle est pas super, mais quand on voit tout ce qui est fait pour faire la promotion de la mobilité douce, de la santé aussi, on est sur une pente ascendante et ça va continuer de monter. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps qui font que là, c'est un peu difficile. Il y a une surproduction un peu décalée parce que, je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse un petit résumé du Covid. Nous, on s'est arrêté en mars. Tout le monde, on a fait une vidéoconférence avec toute l'équipe. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout le monde avait peur. On s'est dit, on arrête, on attend ce qui se passe. Pas assez de stock à ce moment-là en magasin aussi. Non, alors... Pour le moment, ça allait bien parce qu'on avait fait nos précommandes, comme d'habitude, on avait tout ce qu'il faut. On a arrêté 1 mois et demi, moi, au fil du temps. Moi, je faisais que de répondre je faisais la hotline pour les 3 magasins, puis je disais qu'on ne pouvait rien faire pour eux, malheureusement. Après, on avait le droit de faire la mécanique pour les clients qui utilisent tous les jours leur vélo. Donc, j'ai dit au bout de 2 mois aux collègues, c'est soit on met la clé sous la porte, soit on y va, quoi. Et puis, on s'est décidé, on a... Puis après, ça a rouvert, justement. Et après, c'est reparti. Et là, il y a eu une forte demande. Et puis, vous aviez du mal, justement, à répondre à cette demande. Là, 2000, je dirais, la première année, ça a été parce qu'on avait beaucoup de stock. Ça nous a permis vraiment de bien assainir notre stock. C'était vraiment super. On a pu continuer en 2021 où c'était vraiment super, mais là on commençait à avoir des pièces qui manquaient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
les fournisseurs, les importateurs et les fabricants aussi, ils ont tout arrêté pendant 2 mois. Puis de relancer la machine dans les différents pays d'Europe ou en Chine, ça a pris du temps. Et puis je pense que ça a tout été un peu décalé. Nous, en 2021, fin 2021, on a fait des commandes en mai. Ils nous promettaient d'avoir les vélos en juillet. On les a eus en novembre. Et puis en plus, en novembre, on a reçu notre précommande de l'année 2022 qu'on avait commandée à l'écran sur des dessins. Donc c'était même pas des photos, on savait même pas ce qu'ils auraient comme frein, comme vitesse, parce qu'ils n'en savaient rien, au fait. Et puis tout ça, c'est avec des délais de plus en plus longs, donc c'est clair que le stock, maintenant, il faut qu'on... Ouais, j'allais dire, la tendance s'est inversée, Stéphane. Aujourd'hui, trop de stock. C'est quoi la conséquence pour un revendeur de vélos ? C'est ça, le stock. Maintenant, beaucoup de stock, une demande qui s'essouffle un tout petit peu. Alors, la gestion de stock, ça a un coût aussi pour vous, pour un magasin. Trouver le juste milieu, ça va être compliqué. Alors, aujourd'hui, vous avez appris un petit peu de cette période. On ne pense pas qu'un Covid reviendra, mais maintenant, la gestion de stock, l'approvisionnement, tout est revenu à la normale. Alors, l'approvisionnement, oui, parce qu'au fait, quand on remplit les stocks, c'est d'abord quand on livre des vélos, c'est d'abord les magasins qui se remplissent, et puis maintenant c'est les fournisseurs qui sont aussi un peu comme ça. Et puis du coup, maintenant on doit trouver des chemins pour travailler ensemble, pour que nous on puisse écouler notre stock, plus en flux tendu entre vous et qu'on puisse aussi écouler le stock du fournisseur, les aider à l'écouler. D'où l'impact un peu sur les prix. On voit qu'on a, on a une légère baisse de prix là. Baisse de prix, il y a des offres intéressantes. Là, on a beaucoup d'offres intéressantes parce qu'il faut qu'on fasse de la place. Et puis, on prend les offres des fournisseurs pour les clients, où là, on a une marge correcte parce que c'est les fournisseurs qui baissent leur marge. Et on brade aussi le stock qu'on a acheté plein pot. Et ça veut dire difficulté au niveau des liquidités aussi pour l'entreprise ? Bien sûr. Après, on a toujours été apprécié dans le monde du vélo, en tout cas avec nos fournisseurs, parce qu'on a toujours été très transparent et on a toujours bien communiqué avec les fournisseurs et du coup là on trouve des solutions pour que tout le monde puisse continuer à vivre et puis ça va aller. Peut-être un élément encore sur l'évolution du nombre de magasins. On voit qu'en 10 ans, les magasins de vélo électriques ont fleuri un peu partout. Les grandes surfaces ont également développé la vente de ce type de vélo, que ce soit des grandes surfaces comme Migros ou Decathlon ou autres. Et dans notre région, à Nyon et à Gland, on voit beaucoup de magasins qui sont ouverts aussi. Beaucoup de petits magasins ou de taille moyenne, en effet. Cette concurrence, est-ce que le marché n'est pas aujourd'hui saturé, je dirais, sur la vente de ces vélos ? C'est difficile à dire. Là, je pense qu'on est vraiment dans un creux, comme on disait, il y a beaucoup de des raisons pour lesquelles on est dans ce creux, mais la tendance, elle reste à la hausse. C'est clair qu'il faut tout le temps se battre. Il faut toujours trouver des solutions, trouver des manières de vendre. Alors c'est quoi ? Ça passe par quoi, justement, par exemple, là, chaque année, on fait une présentation, on fait des portes ouvertes chez nous, les Easy Days, ce sera le 10 et 11 juin. Vous faites des vélotests aussi ? Vélotests, exactement. Là, on fait vraiment le vélo. On essaye de faire le top du service. On accompagne les gens dans des parcours, on leur explique un peu comment changer, c'est tout bête, mais changer les vitesses, changer les assistances, comment, etc. Et du coup, on aura vraiment beaucoup de vélos à essayer, puis évidemment des actions. Et pas n'importe quel vélo, Vincent Ebiner, parce que justement, on y vient, ce 100% électrique. C'est vrai que c'était un pari quand vous avez ouvert en 2006, en plus, ici dans la région, à Gilly. Pourquoi avoir fait ce choix à l'époque et puis comment analyser justement votre positionnement ? Alors, c'est vrai que moi j'ai fait de la compétition de vélo, de route. Ensuite, je devais reprendre un magasin où j'ai fait 4 mois. Et finalement, on ne s'est pas entendu, donc je suis retourné à mon ancien boulot. Et pendant les 3 mois où j'étais dans ce travail, je me suis organisé pour lancer ma première flotte de vélos électriques. Et vous avez eu du nez, du coup, on peut dire, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est tombé aussi. Je me serais jamais lancé tout seul. Il a fallu que je passe par ce magasin puis que je me retrouve un peu comme ça. Vous avez perçu qu'il y avait un marché à prendre, et vous l'avez vu déjà à ce moment-là. Ouais, clairement, c'est clair que quand je voyais ces vélos électriques, puis c'était des batteries au plomb à l'époque, c'était 3 batteries de 12 volts, 12 ampères heure, bien lourdes, ça faisait plus de 12 kilos. Les vélos, ils faisaient 35 kilos.
Et c'était aussi la clientèle, c'était un peu des originaux, hein, c'était vraiment c'était des précurseurs. Mais voilà, moi je sais pas, j'ai foncé dedans tout de suite et puis on a vu qu'on faisait que ça, c'est ce que les clients ont bien aimé, c'est que c'est le spécialiste. On était le spécialiste. Et là c'est marrant parce qu'il y a tellement de choix maintenant. Dans le vélo électrique, que c'est difficile d'être spécialiste. Justement, oui Stéphane, comment se positionne EasyCycle? Parce qu'il y a plusieurs types de vélos électriques. Il y a de loisirs, il y a les vélos urbains. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait la force d'EasyCycle? C'est un petit peu ce sur quoi je voulais venir, c'est-à-dire qu'on connaît le vélo électrique pour le vélo de ville un peu classique, le VTT électrique a beaucoup évolué. Aujourd'hui en ville, c'est beaucoup les vélos cargo avec ses porte-bagages, les enfants, etc. Aujourd'hui, vous, comment votre gamme elle est constituée? Quels seront un peu les fleurons dans la gamme que vous avez? Et on va voir justement les images de votre magasin et puis le type de vélo qui vont tourner. Jusqu'à, on va dire, début 2022, le loisir, par exemple, à JI, faisait c'était une grosse part de nos ventes, aussi un petit peu à Lausanne et à Genève, mais c'était plus urbain et cargo. Là, on a dû un peu se réinventer à JI parce qu'on a bien vu que le loisir, c'est la première chose qui a baissé. Du coup, on a mis un peu plus de vélos urbains, rapides, pour les pendulaires, etc. Pourquoi ça a baissé justement la part du vélo loisir? Je pense qu'on est quand même dans un moment économique un petit peu entre parenthèses avec les problèmes internationaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui se décident pas. C'est un investissement. Ça reste un investissement, hein, c'est plus de 3 000 francs. C'est environ 3 500 francs en moyenne, les vélos que vous proposez chez vous. Et puis alors le loisir, si on va sur du VTT tout suspendu, on est vite à 5 000, 6 000 et plus. Donc toutes ces personnes-là ont mis de côté. Et en plus, il y a le voyage depuis qu'il s'est rouvert, les gens ils se sont remis à voyager. Et du coup, on laisse le vélo à la cave. Avec le vélo et puis les baskets qu'on pouvait acheter pour sortir. Donc c'est clair qu'on a eu de la chance de ce côté-là. On a vu également un petit peu l'évolution maintenant du libre service de ces vélos électriques dans certaines villes, dans les stations, dans les zones touristiques. Pour vous, vous le voyez d'un bon œil parce que ça peut mettre le premier pied à l'étrier de ces gens et donc potentiellement des clients pour vous, ou c'est une concurrence à vos yeux? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à Paris à l'époque où ça repoussait les gens à se remettre au vélo. Et puis une fois qu'ils avaient pris goût, ils se disaient « Ok, maintenant j'en veux un pour moi » et puis ils se décidaient. Moi je pense que c'est plus un petit coup de pouce pour que les gens se décident. Pourtant, vous faisiez de la location à la base avec EasyCycle. Maintenant, vous en faites plus. C'est lié à ça? C'est parce que vous vous êtes dit, on va laisser les gens justement louer les vélos en ville s'ils veulent les louer, mais nous, on se concentre sur la vente? Non, la location, c'est un autre métier. C'est vraiment, il y a du travail. Hein. Il faut chaque fois qu'on reprend les vélos, il faut voir dans quel état ils sont, les retravailler. Surtout les VTT tout suspendus, où les gens ils font pas toujours que du bitume. Et on a un partenaire qui nous a acheté une flotte de vélos qui s'appelle Why Not E-Bike, qui part depuis chez nous et qui propose des parcours, avec du yoga, à thème, disons, plein de choses, et de la location. Donc là, on a vraiment divisé les choses. On a vu d'ailleurs un parcours dégustation de vin vélo. Oui. Ça va? Alors, nous, on voit pas trop non plus. On avait fait 3 ans de suite une balade gourmande où on passait chez Tristan, le chocolatier, et puis on finissait chez les Betchen à Bursin, les vignerons. Et c'était à Bursin. La partie boisson était à Bursin, c'est à 1 km de JI, donc ça va. Mais ça veut dire finalement s'implanter aussi localement, ce que vous êtes en train de dire, de proposer ce type d'événement de balade gourmande, donc de s'allier aussi avec le terroir local pour justement mettre vos vélos en avant. Oui. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé m'entourer de. C'est comme avec mes collaborateurs, j'aime bien les qualités. Par exemple, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, etc. Moi j'ai des jeunes, ça m'intéresse pas trop, et puis j'ai réussi à les motiver à travailler là-dessus. C'est la même chose avec les partenaires. Moi j'aime bien travailler avec les partenaires locaux aussi. Ouais. Stéphane, justement, Vincent le disait à demi-mot tout à l'heure, mais en fait ce qui a aidé aussi ce boom du vélo électrique, c'est forcément le gouvernement aussi. Et puis ce qui se fait partout dans le monde pour
favoriser le développement durable, la mobilité douce. On imagine que ça aussi, ça a un impact concret. Oui, le développement durable, la mobilité douce, on va voter sur une loi climat le 18 juin qui devrait théoriquement mettre la part belle au vélo derrière. Alors le développement des infrastructures, que ce soit les infrastructures pistes cyclables, que ce soit les places de parc automobiles qu'on va condamner pour faire des places vélo, les infrastructures type remontée mécanique estivale, la limitation de 30 km/h en ville, tout ça c'est beaucoup d'éléments qui devraient permettre au marché de grandir. Pour vous, vous percevez ça d'un bon œil? Qu'est-ce que vous estimez le potentiel encore de progression du vélo? Oui, c'est justement pour ça que je dis qu'actuellement, c'est un peu compliqué, mais l'avenir, il est positif pour nous, pour les années qui viennent. Le gouvernement fait beaucoup. Après, il faut juste faire attention que ce ne soit pas juste si j'ose dire, des mots. Ouais, parce que c'est vrai que mettre des bandes jaunes sur des routes et puis pas les élargir, pour moi, c'est presque, je sais pas si c'est plus dangereux, mais en tout cas, ça change pas beaucoup. Il faudrait vraiment faire beaucoup plus. Il faudrait qu'ils s'inspirent de la Suisse allemande, qui ont fait beaucoup là-dedans depuis beaucoup d'années. Mais c'est confortable d'avoir l'État de son côté. Oui, alors non, c'est clair. Non, alors... je ne vais pas dire le contraire. Par contre, oui. un élément, c'est quand même la partie, je dirais, environnementale de tout ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de questions sur la technologie qui se posent. Aujourd'hui, on sait que la durée de vie de ces vélos électriques, le cadre, tout va bien, les freins, tout va bien, voilà. Mais la batterie, qu'en est-il des technologies de batterie qui ont quand même un petit peu évolué, qui s'allègent un petit peu, mais aujourd'hui, le recyclage de ces batteries, je connais beaucoup de gens qui ont des vélos électriques qui me disent « mais qu'est-ce que je fais de cette batterie ?» et même vous, en magasin, après, qu'est-ce que vous en faites de ces batteries? Alors nous, on paye toujours une taxe de recyclage à nos fournisseurs, donc ils sont obligés de les récupérer, les batteries, quand on les renvoie. On va les mettre, au fait, les batteries dans des entreprises de recyclage qui ne nous font pas payer la batterie parce que les vendent, au fait. Parce qu'il y a des entreprises de recyclage en Europe qui arrivent à recycler ces batteries. Ça dure combien de temps une batterie? C'est quoi la durée de vie aujourd'hui? Moi, je dirais minimum 5 ans. Là, j'ai eu encore un téléphone d'une dame qui avait fait 16 000 km et puis sa batterie avait 8 ans, je crois. Donc, Par contre, on voit que la puissance augmente. Hein. On était sur moins de 100 watts, 200, 300, 500. Aujourd'hui, on a du 1000 watts. Ouais. On a un petit souci, par contre, de rétrocompatibilité. C'est-à-dire qu'on vos partenaires, vous nous encouragez toujours à acheter une batterie plus performante. Ouais. Puis bien sûr qu'on aimerait des batteries plus performantes. Mais aujourd'hui, si j'achète une batterie de 1000 watts, je ne peux pas l'installer telle quelle. Je suis quasiment obligé de changer mon vélo en entier. Elle n'est pas forcément rétrocompatible avec mon vélo qui a peut-être 3-4 ans déjà. Alors ça, c'est justement, nous, quand on EasyCycle, quand on vend un vélo, on vous vendra du Panasonic, du Shimano, du Bosch, du Yamaha. Toutes ces grandes boîtes, elles ont des évolutions. Alors c'est clair qu'il y a un moment où, quand ils passent à un nouveau style de moteur, là, c'est clair que ce sera plus compatible, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à fournir les batteries qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, ils ne vont pas proposer des batteries plus grosses, mais ils vont continuer à les fournir. Donc ça, ils ont l'obligation, en plus, légalement, pendant 5 ans minimum. Mais moi, j'ai jamais eu... c'est justement sur des petites marques spécifiques où là, ça pêche. Mais sur les grosses marques, c'est pas... Justement, ça pose des questions sur la formation aussi des employés qui doivent s'occuper de ces vélos électriques. Mais avant de parler de ça, j'avais une dernière question là-dessus sur les batteries. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans la rue les gens qui regardent les voitures électriques en disant « mais de toute façon, vous achetez ça pour moins polluer, mais en fait, la construction, la fabrication de vos batteries, elle pollue plus qu'une voiture thermique. » Aujourd'hui, sur le vélo, est-ce qu'il y a quand même ce regard-là qui est fait en disant « ouais, mais toi, avec ton vélo électrique et ta batterie, de toute façon, tu pollues, puis ta batterie, elle vient de Chine, etc. » Ou est-ce que vous ne ressentez pas trop ce regard ? Non, ça va. Moi, la réponse que j'ai, c'est que moi, je transporte 30 kilos alors que je ne transporte pas 1 tonne pour
pour aller du point A au point B. Donc il y a forcément moins d'empreintes carbone, etc. Après, c'est pas idéal. Je pense pas qu'il faille aller tout électrique ou tout d'un côté. Il faut trouver des solutions. Pour être honnête, moi je m'attendais à ce qu'ils trouvent des technologies de batterie meilleures bien avant. Et la recharge, le système de recharge en descente, en freinage, ça fait longtemps que tout le monde l'attend. Ouais, mais à l'époque, on a eu des marques qui ont fait ça, et le problème, c'est que c'est des recharges trop puissantes, trop violentes, et la batterie, elle s'usait prématurément, en fait, avec ça. Stéphane Meyer, justement, eh bien, il faut du personnel qualifié. Aujourd'hui, pour s'occuper des vélos électriques, c'est pas la même chose que de s'occuper d'un vélo musculaire. Quel est l'enjeu, justement, pour EasyCycle ? On voit l'évolution des technologies a été rapide. Aujourd'hui, le CFC existe. On sait l'effet d'inertie. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes en formation qui suivent un CFC sont formés à l'utilisation, à la mécanique de ces vélos électriques ? Est-ce que c'est un mécanicien électricien ? Comment ça se passe ? Non, alors, oui, ils sont formés ils ont des formations sur le vélo électrique, ça c'est clair. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on apprend à résoudre une panne. On apprend, par exemple, à avoir tous les éléments avec nous. Si le vélo ne marche pas, on va essayer de changer le moniteur, on va changer la batterie, on va connecter un autre moteur pour voir si c'est le moteur, ça complexifie etc. quand même le travail. Oui, mais disons que c'est pas d'électronique où on ne va pas ouvrir le moteur, ouvrir la batterie, etc. Dès qu'on ouvre une batterie, la garantie, elle ne marche plus. Là, vous êtes dépendant de vos fournisseurs dans ce genre de cas. Ouais, donc, il y a quand même une partie entre guillemets, du bénéfice et du chiffre d'affaires à générer au service après-vente qui part au côté fournisseur. Par rapport au vélo musculaire, c'est clair qu'il y a plus, il y a une partie de gestion de la garantie, et c'est ça qui est important dans les magasins où nous, on pousse notre service, la qualité de notre service. Nous, quand on a un vélo qui ne marche pas, on a un vélo de prêt, on laisse le vélo de prêt au client, et puis comme ça, au moins, il a un véhicule pendant qu'on gère cette garantie. D'ailleurs, là-dessus, justement, on a vu le chiffre s'afficher juste avant. C'est vrai que vous accordez une certaine part, en fait, des services que vous offrez dans votre chiffre d'affaires aussi par rapport à la vente. Je sais également que vous voulez développer ces services-là parce que ça fait partie justement de ce que vous pouvez offrir par rapport à un magasin sur Internet ou autre. Mais pour ça, justement, il faut de la main-d'œuvre, il faut de la main-d'œuvre qualifiée et de la main-d'œuvre fidèle, surtout à votre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée et qui reste surtout fidèle à EasyCycle ? Alors, on a eu une période juste avant Covid incroyable où on a vraiment une équipe très soudée, qui restait très longtemps. En période du Covid, il y a eu, je pense, une grosse remise en question, comme beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup de changements. Et puis, on va dire 40% de l'effectif, mais quand même, ça fait beaucoup de stress aussi. Et on a réussi à les retrouver. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué actuellement de trouver des employés qualifiés, des employés... aussi qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, etc. Donc, aujourd'hui, vos 14 employés, justement, vous arrivez à les garder parce que vous avez cette ambiance entreprise familiale tout de même. Ouais, je pense qu'ils aiment bien ça. Je pense au niveau salarial, on est aussi assez bon. Et puis c'est vrai que moi, je suis pas un petit chef à tout contrôler. On est dans un secteur où la fidélité va avec le style de vie. On vend de la mobilité, on vend des choses comme ça. Tout à fait. Ça et correspond puis à des la clientèle est quand même dans l'ensemble très sympa. C'est agréable de bosser dans ce business. Et pour autant, justement, la clientèle constate aujourd'hui qu'il y a quand même... Déjà, vous le constatez auprès de vos fournisseurs, les prix ont augmenté, le prix d'achat, lié justement, vous allez nous l'expliquer je pense, mais il y a plein de facteurs, notamment avec le prix des transports qui a flambé, avec la guerre en Ukraine et autres. Stéphane Meyer, comment est-ce qu'on fait pour maintenir sa marge et puis pour réussir à ne pas faire flamber les prix de vente quand on a des prix d'achat qui augmentent, comme on le voit, de 10 à 20% depuis ces dernières années ? Alors
c'est peut-être un phénomène qui est aussi lié à ces incertitudes de ces dernières années, ces mouvements qui sont compliqués à anticiper. On l'a dit un peu tout à l'heure, l'objectif c'est d'essayer de travailler un peu sur une perspective plus lisse, de lisser ces phénomènes de stock. Mais en effet, on voit une augmentation des prix. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui serait aussi la relocalisation en Europe, comme on peut le voir dans l'industrie automobile, de la fabrication de ces outils, et est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence du coup sur le prix aussi ? On a des fournisseurs, des gros groupes qui, même avant le Covid, qui réindustrialisaient l'Europe. Donc au Portugal, il y a des usines de cadres qui ont été réouvertes, en Europe de l'Est aussi. Donc, pour la partie électronique et batterie, par contre ça a toujours été plus l'Allemagne pour ça. Et donc, alors ça prend du temps évidemment, parce que c'est clair que en Chine et à Taïwan, ils ont pris beaucoup de savoir-faire pendant longtemps, donc il faut tout réapprendre en fait. Mais c'est en cours. Et je pense que ça va revenir. Ouais. Vous souffrez de ça concrètement ? Oui, parce que le container, déjà à l'époque du Covid, il n'y avait plus de container nulle part. Le trajet a passé de 3 000 à 20 000 $, je crois, alors quand c'est des vélos électriques à 3 000 à 4 000 francs, ça va, mais quand c'est des vélos d'enfants à 300 francs, c'est pas facile à gérer. Effectivement, tout de suite. Et puis, juste encore, j'ai perdu le fil, pardon. On peut pas. Oui, on peut passer justement, on peut clôturer cette émission, Stéphane, juste en regardant rapidement vers l'Europe, vers le reste du monde, parce que le marché suisse va très bien, on l'a vu, mais finalement, ça va même mieux dans les pays voisins. Oui, alors c'est vrai qu'on peut prendre le meilleur élève de l'Europe, c'est les Pays-Bas, avec 2 fois plus d'utilisateurs par habitant. C'est plus de 50% de la population qui prend son vélo au moins plusieurs fois par semaine. En Suisse, on est aux alentours de 20 et quelques % de la population. Mais sans aller chez le meilleur élève, on va même en France, c'est 30 à 35% aussi, et surtout en ville. Pourquoi est-ce que chez nous, on est moins nombreux à utiliser le vélo? Est-ce qu'on va rattraper ce retard? Est-ce qu'on est plus fainéant et on est plus au confort dans notre voiture? Ou nos villes sont un peu plus pentues? Comment on peut expliquer tout ça? Avec l'électrique, on n'a plus l'excuse de la pente. C'est clair. Alors, si on prend le meilleur élève, quand j'y suis allé, moi j'étais épaté de voir tout ce qui était construit pour les cyclistes. C'est une culture aussi. C'est pas des infrastructures semi-fabriquées. S'il faut vraiment aller dans ce sens, il faut y aller comme il faut. Je pense qu'eux, ils y sont depuis des années. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, déjà, on comparait avec la Hollande, qui était déjà, je sais plus, 16% ou 17%, puis nous, on était à 5, 8, je ne sais plus, mais on avait beaucoup de retard. Et puis je pense qu'il faut qu'on aille vraiment dans ce sens. Ouais. Et ce retard est en train justement de se combler, comme on a vu, avec les chiffres. Vincent Ebiner, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler d'EasyCycle. Stéphane Meyer, merci également aussi de nous avoir éclairé justement sur la situation de cette PME. Et merci à vous, bien sûr, qui êtes chez vous, d'avoir regardé Écorégion. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel entrepreneur ou patron d'entreprise de la région. Merci, belle soirée. Et à bientôt sur NRTV. Vous avez regardé l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.